will explain how they could trace the origin of a botnet. They will explain how they gathered information in the botnet softwares and how they reverse engineered this information to trace back the origin of the botnet. And they also had access to the identity of the botnet maker. So the whole process of a botnet is something that everyone here, I suppose, already heard about. And what makes this conference very interesting is because it's on the other side. On the victim side, how can you trace back a botnet which has infected your network or your computer? So they are setting up. So let's see how Hugo and Paul could pull the botnet network. So please welcome our speakers about the botnet security. Donc, bonjour tout le monde. La présentation, c'est l'analyse d'un botnet et également le ponçage de celui-ci par la suite jusqu'à récupérer l'ensemble des informations du mainteneur. Alors, je sais que vous venez tous de manger, que vous êtes en train de digérer. Donc ceux qui veulent dormir pour le reste de la présentation, on a décidé de tout résumer en une image. Voilà. Donc il y a un clin d'œil à Pentester, le compte Twitter. Donc si des fois il est dans la salle, il peut venir me voir. Et donc, pour commencer le plan vite fait, la première partie, je vais présenter un projet que je maintiens, qui est malware.lu. En seconde partie, le botnet en question, qui s'appelle RPSnet. On vous a promis de ne pas faire de jeu de mots sur le nom du botnet, ni d'image qui pique les yeux. On restera sur du soft. Une troisième partie sur l'analyse du botnet, avec un peu de reverse. Quatrième partie sur le command and control, donc le serveur qui gère le botnet en question. Le doxing, la récupération d'informations sur le mainteneur, et une conclusion. Donc le projet malware.lu, c'est un projet que j'ai créé il y a quelques mois maintenant. Donc RootBSD, moi, pour le Rascanière, et un ami à moi, Hugh, on a décidé de monter un repository de malware. Donc le principe, c'est qu'on met à disposition des chercheurs, des gens qui veulent apprendre le fonctionnement, qui veulent faire du reverse, etc. Une série de samples de malware, des choses connues, des choses moins connues. Et on le verra après, je vous fournis quelques chiffres sur le nombre de samples. Et ce qu'on fournit aussi, c'est des analyses techniques, soit sur des malwares un peu à la mode dont on parle beaucoup, soit sur des choses plutôt fun qu'on trouve, ou également sur des outils qu'on développe pour faciliter un peu la tâche. Donc, pour présenter un peu en quelques chiffres, actuellement on partage pas loin d'1 200 000 samples de malware.
On a également 19 articles en ligne, on a 644 utilisateurs qui peuvent télécharger les samples et 574 followers. Donc le principe d'inscription, c'est pas un formulaire automatique comme habituellement sur tous les sites. Là, il faut m'envoyer un mail disant qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi vous voulez un compte. Donc la création n'est pas automatique, elle n'est pas systématique. Si j'ai pas envie de vous le créer, je ne le crée pas. Mais jusqu'à présent, le seul compte que j'ai pas créé, c'est, et peut-être qu'il sera créé un jour, c'est le CERT iranien qui m'a demandé un compte. Et pour le moment, il est dans la liste de qu'est-ce qu'on fait avec cette demande. Donc voilà pour la présentation. Alors vous allez vous, parce que je vais avoir la question tout à l'heure, autant y répondre tout de suite. D'où arrivent tous ces malwares? Alors on a plusieurs portes d'entrée. Il y a d'abord les honeypots, où on en a quelques-uns qui tournent et qui nous envoient automatiquement les malwares. J'ai beaucoup de CERT nationaux qui, par leur boulot, ont accès à des samples et tous ceux qui ne sont pas classifiés ou autres, ils n'hésitent pas à nous les donner. Quelques fabricants d'antivirus assez souples qui nous fournissent des samples. Et également des particuliers, des chercheurs, des universités. Donc si on arrive à atteindre plus d'un million de samples, ça fait qu'on a pas mal de personnes avec qui on travaille sur tout ça. Donc voilà, ça c'était juste l'introduction et la présentation du projet. Donc la présentation, on va le faire sur un sample qu'on a reçu par un de nos utilisateurs qui s'appelle RPSnet. Donc vous avez le hash du sample, le MD5, et également un lien pour le télécharger pour ceux qui ont un compte. Et comme ça, vous pourrez refaire l'analyse chez vous pour ce point. Donc pour le début de l'analyse, je vais laisser la parole à Hugo et je reviendrai un peu plus tard. Donc bonjour à tous. Donc on a récupéré ce sample. Donc directement, je l'ai ouvert avec Hydra pour avoir un point de vue général dessus. Et bon, par chance, c'était pas paquet, donc on n'a pas eu besoin de sortir le VM, tout ça, pour commencer à récupérer le binaire, le vrai binaire. Donc là, on remarque sur le IDA, c'est un WinMain classique, avec la fonction call-init-thread, là, je l'ai nommé comme ça, car en fait, on va voir après à quoi elle sert. Donc en fait, qui est appelé quasiment au début du lancement du programme. Donc la fonction init-thread, donc dès qu'on rentre dedans, elle appelle une fonction call-init-variable qui va s'occuper en fait de désobfusquer, on dira, les strings, on va voir après la fonction en elle-même. Donc après avoir désobfusqué les strings, donc il s'occupe de créer un mutex, donc le nom de la string offusquée est RFF, GGHO, et en fait qui donne ES, TT, UBB. Une fois qu'il a fait ça, si la création du mutex a échoué, il va quitter, c'est pour éviter, c'est une sécurité pour éviter l'existence plusieurs fois. Ensuite, il appelle une fonction qui sert à s'installer, je ne la détaillerai pas là. Et ensuite, il lance 3 threads. Donc le premier qui sert à mettre en place la persistance au boot, je vais la décrire un peu plus loin. Un hook, met en place un hook avec getAssign KeyState. Donc ceux qui ne connaissent pas, un hook c'est ce qui permet d'intercepter tout ce qui va passer dans le clavier. Et il load ça dans un fichier texte. Ensuite, le thread contact CC, donc en fait qui s'occupe de récupérer toutes les informations système et après, toutes les 15 secondes, d'envoyer une requête au commandant de contrôle. Donc pour ceux qui ne savent pas, un commandant de contrôle, c'est ce qui permet de contrôler le botnet en lui-même. Donc tous les ordinateurs infectés vont se connecter à une adresse pour récupérer des informations ou en exfiltrer. Donc la fonction thread install reg, donc en fait s'occupe de créer une clé registre, donc dans current version run, donc ce qui sert en fait dans Windows à exécuter des programmes au démarrage, pour la hashkey current user, donc c'est pour l'utilisateur normal. Et en fait on remarque qu'il fait une loop et il fait ça toutes les 64 millisecondes. Donc en fait c'est ce qui permet que si on va avec regedit supprimer la clé, automatiquement elle va être recréée.
Donc le nom de ma clé c'est GPResult. Et bon, on peut voir sur mon offusqué TCER, FHIYJY. Et bon, une meilleure solution aurait été d'utiliser le Regnotify Change Time Value, qui permettait d'éviter d'avoir à tourner en loop et consommer au niveau CPU. Pas mal. Donc là, on rentre dans la fonction init variable que j'ai parlé juste avant, qui permet de désoffusquer les strings. Donc on voit clairement qu'en fait, dans cette fonction, il va faire un move dans le CX de string, et après, il va appeler la fonction que j'ai nommée décode. Et donc il a un panel de string à décoder. Donc ça c'est la fonction, bon là je ne vais pas la détailler, c'est une fonction. Ouais. Donc là c'est le code que j'ai écrit, qui permet en fait, qui reprend le code de mon assembleur. Donc là en fait, peut-être certains la reconnaîtront, en fait c'est un ROP 13, donc en fait je me suis fait chier pour rien. Il y avait plein de tools pour le faire, enfin, même dans Python, tout ça. Mais bon, sur le coup, je n'ai pas capté. Bon, pour la petite histoire, c'est un malware que j'ai commencé à regarder tôt le matin vers 6h, et donc je n'ai pas réfléchi. Donc, moi, je vais détailler rapidement la fonction, enfin, le main, qui ouvre le binaire, qui fait un F6 pour se décaler dedans. Donc, l'offset 0x 1 à 88, en fait, correspond à la position des strings offusqué dans le code. Et donc je vais lire directement toutes les strings d'un coup, donc sur une longueur de 32F. Bon après j'ai toutes les données pour récupérer les strings détachés et je lance ma fonction des codes. Donc ça c'est l'output du programme. Donc on retrouve les strings que j'ai parlé tout à l'heure, donc le mutex, aussi les URL qui servent au command and control, en fait le CQ. Et plusieurs informations, donc un FTP, mais qui n'était pas utilisé au moment où on a fait les tests. L'adresse email non plus, qu'on n'a pas vu, n'était pas utilisé non plus. Et quelques autres strings. Alors, j'ai décidé de prendre cet exemple de fonction de décode qui est un ROP 13, c'est pas violent, mais ça permet de comprendre le fonctionnement d'un outil qu'on a développé, qui est en fait un Reaper d'assembleur. J'expliquerai un peu ce que c'est. Bon, il est basé sur le framework Metas, donc un framework pour faire des assemblages, des debugging, enfin, ça permet de faire des milliers de choses. Et ce que moi j'ai décidé, c'est de partir du fait que je ne voulais pas comprendre la fonction de décodage. Je ne voulais pas passer des heures à dénoncer et à comprendre qu'est-ce qu'il altère, etc. Donc ce que fait ce développement, c'est qu'il prend l'assembleur tel quel, comme il est dans le binaire, et l'exécute. Vous lui mettez les arguments que vous voulez, ce que la fonction passera, et moi j'extrais l'assembleur, mets les registres comme ça va bien, et l'exécute, reprend l'output. Donc l'avantage c'est que j'ai pas à comprendre comment il fonctionne. La seule chose que j'ai à comprendre c'est son prototype. C'est comment les données sont passées à la fonction, etc. Et donc il y a une librairie reaper.rb qui est disponible sur le site de malware.lu, que vous pouvez utiliser. Et au niveau de la syntaxe, c'est assez simple. Donc d'abord, dans notre cas présent, je mets les adresses où se trouvent les strings à décoder. Donc comme ça, je vais les parcourir une par une. Donc j'ouvre le fichier, etc. Je me mets au bon endroit pour récupérer la string. Et la partie intéressante, c'est ces trois lignes-ci, où en premier argument, en fait je vais créer le spec de la fonction que je veux ripper. En premier argument, je mets le binaire dans lequel je vais extraire la fonction en assembleur. En deuxième, l'adresse où se trouve cette fonction, on ne peut pas la deviner. Ensuite, le prototype. Donc dans notre cas, comme c'est passé par ECX, la string n'est pas passée en argument. Donc on tombe dans le cadre d'une fonction très simple. C'est pour ça que pour l'exemple, elle est intéressante. Les arguments de la suite, je ne vais pas en parler maintenant, mais par exemple, s'il y a des xref ou ce type de choses dans le code, ça permet de pouvoir les setter et que l'assembleur s'exécute correctement. Et en dernier argument, c'est la valeur qu'on veut mettre dans ECX. Donc par rapport au slide que vous voyez précédemment, la valeur qu'on veut mettre, c'est la valeur de la chaîne soi-disant chiffrée, qui est plutôt offusquée dans notre cas. Et à partir de là,
L'exécution est assez simple. Je fais un runner du décode et ça va extraire la fonction d'assembleur, mettre le CX avec la valeur de la string et exécuter le code assembleur pour récupérer la valeur modifiée qui est remise dans le string. Donc, si on teste, on retombe sur les mêmes résultats que Hugo en faisant tout à la main, sauf que moi j'ai pas essayé de comprendre ce que faisait la fonction de décode. Je l'ai pris telle quelle, de toute façon elle marche dans le programme, elle marchera quand je l'ai rippé. Donc on a une autre version un peu plus avancée du Reaper qui permet d'extraire les fonctions de manière récursive. Parce que par exemple, si vous avez imaginons un malloc à l'intérieur de celle-là, ben, il faut récupérer le code assembleur d'un malloc. Et ça de manière récursive pour réussir à tout avoir avant d'exécuter le code. Et l'autre avantage, c'est que comme c'est de l'assembleur, ben là je le fais tourner sur un Linux alors que le code c'est de Windows. Ça pose pas de problème, parce qu'il n'y a pas de syscall Windows. Et si on avait on a déjà fait des tests, suivant le syscall, il ne faut pas qu'il soit trop violent, ben on peut le ripper de la même manière et l'exécuter, et ça fonctionne. Pas dans 100% des cas, mais ça fonctionne assez souvent. Et au pire, vous compilez enfin les tests sous Windows et vous faites l'exécution sous Windows. Et on a pu, sans comprendre une fonction d'encodage, en 3 lignes de Ruby, l'exécuter et récupérer la valeur qui a été modifiée. Allô? Je repasse la parole à Hugo. Donc là, on va voir en fait comment il contacte le command and control. Donc comment il va construire sa requête. Donc dans la fonction calc build rec, on voit en fait on retrouve l'URL de tout à l'heure qu'on a désobfusqué. Donc il la copie dans un buffer et après il appelle la fonction build request. Donc build request en fait s'occupe de construire une requête post qui est constituée en fait de toutes les informations système. Donc le nom de l'ordinateur, l'utilisateur, la version de Windows, etc. On voit aussi qu'il y a un champ ID qui est en fait optionnel. Bon, alors vous ne le voyez pas bien sur les slides, c'est un peu trop gros. Mais donc en fait qui permet, s'il n'est pas défini, le command control va nous retourner un ID après, ce qui permet après à la personne qui gère le botnet de retrouver en fait savoir quel ordinateur. Et oui, aussi on remarque, bon, on ne voit pas non plus, il rajoute en fait un /run.php qui correspond en fait au script PHP qui va aller questionner. Donc ça c'est la requête post. Donc voilà, on retrouve tous les champs. Vu qu'on l'a jamais exécuté, en fait, j'ai mis des champs, enfin, j'ai rempli les champs un peu comme je le sentais. Donc il y en a, je ne sais pas forcément à quoi ça servait. Et bon, on retrouve après des champs un peu genre comme le vidéo info qui permet de savoir quelle carte graphique est utilisée, qui en fait est le champ mining aussi, qui permet de savoir si l'ordinateur est utilisable pour faire en fait du mining de Bitcoin. Donc je m'arrête rapidement sur l'user agent qui met en place en fait avant de faire sa requête. Donc ça ressemble un peu à un HMD5. On a essayé de savoir à quoi ça correspondait, on n'a pas trouvé. Et en fait, on va voir que c'est utile par la suite, parce qu'au niveau du command and control, il va vérifier que l'user agent correspond bien à ça, pour savoir si c'est bien, s'il est bien légitime en fait. Donc bon, c'est une petite sécurité, c'est rien d'extraordinaire. Donc avec Curl, on a simulé en fait le bot. Donc avec l'option A, on set l'user agent, et D, c'est pour faire la requête en poste. Et donc dans le premier cas, donc, on va questionner run.php, et là en fait on va voir s'il ne reste pas des informations à récupérer au niveau du botnet, une action par exemple. Je ne détaillerai pas le protocole ici, mais bon, il y a un IDB qui est sur notre serveur, si vous voulez regarder, le code est très lisible, donc je ne pose pas vraiment de soucis. Et la deuxième, c'est une fonction qu'on a trouvée aussi, qui permet d'uploader en fait les fichiers, les screenshots, et aussi tous les fichiers de log, mais en fait du keylogger. Donc la fonction d'upload en fait sur le serveur accepte que les fichiers JPG et les .log. Donc on a trouvé sur le serveur où ça se trouvait, où les fichiers étaient stockés, mais on n'a pas pu uploader un PHP directement pour l'utiliser ou trouver une LFI en fait pour exploiter le truc.
Donc on a quand même décidé sur la requête post de voir s'il n'y avait pas une injection SQL. Donc j'ai dû tester rapidement à la main avec curl, mais je n'avais rien trouvé de spécial. Dans le boot, j'ai lancé un SQL map dessus, et là, ça en a trouvé une en fait. Donc c'était une time based en blind. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'épluchant en fait à exploiter, parce que c'est très long, et à chaque fois qu'on va faire, on peut demander au serveur en fait qu'un caractère à la fois quand on veut extraire les données ou avoir des informations en jouant en fait avec un slip. Donc si le serveur par exemple va mettre 5 secondes à nous retourner la réponse, ça veut dire que le caractère ne correspond pas par exemple au nom de la table. Et si ça revient de suite, c'est que c'est bon. Donc aussi on note au passage que c'est tourné sur du Windows 2008 avec un 2JS en 7.5. Donc avec un peu de temps, on a quand même réussi à extraire les données. Donc les tables qui constituaient la base de données. Donc on remarque le champ client en fait, sur le site il y a les moyens de s'enregistrer, on en reparlera juste après. Et le H-User qui nous avait l'air assez sympa, qui pouvait correspondre aux utilisateurs pour se loguer sur le panel. Donc on a décidé de récupérer la première ligne. Donc on a deviné les noms de colonnes, donc par chance c'était les trucs standards, username, password et ID, donc ça a marché du premier coup. Mais bon, pour récupérer rien que le hash, ça nous a pris quand même une quinzaine de minutes. Donc une fois qu'on avait le hash, on l'a donné à manger à Google, et bon là par chance c'était ciao. Donc assez simple et ça nous a pas pris longtemps. Donc ça c'est le panel en lui-même. Donc si on va sur l'URL qu'on a trouvé dans le binaire, on tombe là-dessus. Donc login password. Là on voit pas, mais bon. En haut à gauche, il y avait Total Bot qui était à 7700. Donc on s'est dit, bon ça va, c'est quand même un peu propagé. Et Total User, je crois que c'était 2000, je ne peux pas voir. Hein. Donc bon, on s'est logué. Donc là on tombe sur un panel un peu de design sur les stats. Et bon, en fait, on remarque, bon, vous ne voyez pas là, mais qu'il y avait une vingtaine de bots online. Et je crois 200 max de machines infectées référencées. Donc bon, au final c'était beaucoup plus petit que ce qui était prévu. Donc bon, les stats, ça reprend le truc classique, les versions de Windows, etc. Donc ça, c'est ce qui permet de passer les commandes aux ordinateurs infectés. Donc on retrouve les fonctions classiques, donne et execute, où on donne en paramètre une URL. La fonction update qui permet de mettre à jour la version de RPS. Et après, voilà, la fonction de Bitcoin mining aussi, en fait, où il télécharge tout un client qui rapatrie d'Internet et qui fait tourner sur les ordinateurs. Des fonctions de DDoS. Et voilà, ça peut près tout. Des fonctions qui servent à rien, genre OpenCD, etc. Alors, il y a une des options qui permet de récupérer des informations sur la machine affectée. Et en fait, dans ce cas, il y avait quelque chose d'assez drôle, c'est que, vous le voyez peut-être pas, mais le nom de la machine c'est FRK7 test. Et FRK7 c'était le nom de l'utilisateur qu'on a extrait de la base de données. Donc en fait, l'autre point intéressant, c'est que l'active window, c'est un Visual C++. Donc en fait, ce qu'on peut déduire par rapport à la machine, c'est que le développeur du botnet est en train de travailler, en train de développer l'application, tout en étant affecté, je présume, pour des tests, etc. Donc là, il était offline, c'est la partie rouge, mais on a attendu qu'il soit online, et à partir de ce moment-là, on a décidé d'aller encore un petit peu plus loin que simplement prendre la main sur le command control, mais aussi prendre la main sur sa machine. Alors pour ce faire, c'est assez facile, il nous a tout donné ce qu'il fallait. Il a une fonction qui upload du code, une fonction qui exécute du code. Donc on a simplement utilisé ce qu'il nous a gracieusement fourni. Alors pour le faire, on a utilisé Metasploit et le Meterpreter. Et du coup, quelques minutes après, on a eu accès à la machine avec, voilà, tout. On a commencé par faire des screenshots, regarder un peu la version de l'OS, etc.
Et on s'est rendu compte que le répertoire où on a atterrissé, c'est le répertoire où il y avait le code source de l'application. Et du coup, à partir de ce moment-là, on l'a téléchargé pour essayer de voir un petit peu la qualité de son code. Et on n'est pas allé jusqu'au bout, on s'est fait griller. Il a remarqué que quelqu'un était sur sa machine et du coup a coupé la connexion et on a pu récupérer que 15 à 20% du code source si je ne me trompe pas. Et du coup, le screenshot qu'on a pris et le pourquoi on s'est fait griller, c'est simplement qu'au moment où on est arrivé, il regardait ses stats réseau. Donc il nous a vu arriver exactement à ce moment-là et perdu. La partie drôle avec ça, c'est que le binaire qu'on a uploadé, il l'a envoyé sur plein de sandbox online d'universités ou autres. Et du coup, toutes ces universités se sont connectées chez nous parce qu'ils exécutent le malware en sandbox et puis l'exécution se fait, ça se connecte sur notre serveur. Du coup, on a dû tout couper parce qu'on n'arrêtait pas d'avoir des connexions. Et du coup, ensuite, une fois qu'on avait une partie du code source, qu'on avait la main sur le command control, on a décidé encore d'aller un peu plus loin pour voir qui pouvait être cet administrateur de talent. Et déjà un truc qu'on a remarqué, je ne sais pas si vous parlez tous de ROT 13 comme ça à l'œil, mais FRK, ça fait sexe. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais du coup son pseudo c'est FRK7. Et on est tombé sur une ancienne application qu'il avait développée, et on n'avait même pas besoin de flouter vu la qualité. Mais là, il y a son vrai nom. Il a signé une ancienne application avec son vrai nom. Donc, on a pu récupérer son vrai nom. Ensuite, à partir du vrai nom, on peut récupérer aussi son Facebook. Donc, il y a la photo de lui et un ami. Je lui ai proposé de venir ce soir. Il n'a pas voulu. Mais... Donc, vous avez son compte Facebook. Voilà. On a aussi son Picasa avec sa copine. Que j'ai aussi invité. Son compte Twitter, celui où il m'a insulté durant toute une nuit. Et également un repository de différents outils qu'il a fait au fil des années. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a pu récupérer? Son vrai nom, Francesco P. 4 adresses mail qui semblaient valides. Un compte Skype, un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Picasa, la ville où il vit en Italie. Et une photo de sa copine. Si vous saviez le nombre de mails d'insultes que j'ai essuyé après ça. Et donc pour conclure, ça, je pense que c'est Virtualab ce qu'il a fait, si je ne me trompe pas. Donc j'ai décidé de le mettre en conclusion parce que ça représentait parfaitement la situation. Et du coup, l'histoire est assez incroyable, c'est que déjà, quelqu'un face à botnet, c'est pas très bien, mais derrière, mettre toutes ses informations personnelles, le code mal, laisse des portes d'entrée, et on en est arrivé à un tel point qu'on s'est demandé si c'était pas un honeypot en fait. Si c'était pas fait avoir par un honeypot, ou par la police italienne, ou j'en sais rien. Mais non, vu qu'il m'a insulté, je présume que c'est une vraie personne. Et du coup, je voulais vous conter cette petite histoire. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez. Si vous voulez laisser un blanc gênant, vous pouvez aussi. Je vois que c'est le blanc gênant. C'est qu'en général, c'était très clair. S'il n'y a pas de questions, c'est possible. Bonjour. Et au niveau légal, derrière, tu as des contacts avec des CERT, avec des choses comme ça, il y a moyen de faire fermer le centre. Vous avez les contacts pour faire fermer les sites ou, Ouais. Là, le site de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, était chez OVH. Et après, il y a eu beaucoup de bruit et OVH l'a fermé sans même qu'on leur demande. Et puis, sur le point de vue légal, je te laisse poser la question à la personne qui parlait avant. Pas de questions, tout le monde.